Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et surtout bienvenue sur le plateau de notre journal dont voici les titres. Alors, nous allons faire la présentation du CCAS. Autrement dit, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Centre communal des actions sociales. Il sera encore question après de la nouvelle exposition à l'Office du tourisme, c'est-à-dire les Playmobil, par Dominique Poulain. Ensuite, nous vous parlerons du don du sang et la présentation d'un instrument de musique proposé à l'apprentissage. Nous vous parlerons de la clarinette. Et enfin, nous aborderons un problème très sérieux pour tout le monde, le phishing. Qu'est-ce que c'est ? Alors, commençons tout de suite par vous parler du CCAS. Vous avez déjà tous entendu parler du CCAS sans parfois vous poser la question sur le fonctionnement de ce service. Nous nous sommes rapprochés de celui-ci. Nous avons, entre autres, rencontré des aides à domicile qui expliquent leur travail pendant la période de confinement et n'avons pas oublié les personnes ayant bénéficié des services de ces aides à domicile. Alors donc, Brigitte Grenier, en pédagogue avertie, nous décrit le CCAS devant le micro de Claude Delcote. Voilà dans ce reportage. Alors, nous sommes ici dans les locaux du CCAS, donc, qui se situe au premier étage du centre socioculturel Coupry. Dessous, nous avons la bibliothèque, le futur centre communal de santé. Et au-dessus, nous avons des services de l'inspection académique ainsi que les locaux de l'association Le Club du Temps Libre. Donc, le CCAS, en fait, se partage entre différentes activités, notamment donc tout ce qui est aide d'urgence, aide alimentaire, aide sociale, aide aux démarches administratives et je veux dire que le pivot dans ce domaine, c'est Marilyn Herbé qui est également attachée à la mission de référent RSA, donc qui reçoit sur rendez-vous et qui est à l'écoute de toutes les demandes d'aide d'urgence. Avant de passer au domaine suivant, je vais aussi vous parler de Marie-France qui est absente aujourd'hui, Marie-France Suivart, qui remplit aussi les missions de référente RSA sur le CCAS. Donc elle travaille en partenariat avec les services du département, comme le fait aussi Marilyn. Alors ici, on est sur un bureau d'accueil qui n'est occupé qu'à mi-temps et malheureusement aujourd'hui la personne est sur une autre mission au niveau de la mairie de Mazinguien. Il s'agit de Florence et Florence donc est à l'accueil téléphonique, présentiel et traite tout le secrétariat du CCAS. Savoir qu'on a un conseil d'administration, on délibère, elle a en charge du suivi des délibérations, de leur mise en place, un peu de la comptabilité également, donc elle est à 50%, mais elle travaille énormément. Voilà. Alors ici, nous sommes dans la troisième partie du CCAS, qui est une partie très importante puisqu'il s'agit du service d'aide à domicile. Donc c'est un service qui existe, je crois, depuis les années 80, qui actuellement donc est coordonné par Sonia Margueret, qui est donc en charge d'établir les plannings, les demandes des personnes qui souhaitent la prestation et d'orchestrer donc les horaires, les plannings, les relations avec le département qui aussi au titre de l'APA intervient dans le financement et puis donc elle établit aussi toute la partie comptabilité, facturation. Donc, nous disposons actuellement d'une équipe entre 10 et 12 aides à domicile, hein, ça varie en fonction de nos besoins. Nous avons parfois des difficultés à recruter sur le secteur du Cateau. Donc si j'ai un petit conseil pour des personnes qui chercheraient une voie et qui souhaiteraient une formation, ce n'est pas une formation très très longue, mais on tient à ce qu'elle soit effectuée, bien entendu. C'est une formation diplômante, donc nous recrutons essentiellement des personnes avec ce diplôme de DEA-VS.
Quoi d'autre? Écoutez, je crois qu'on va... Combien de personnes sont... Actuellement, combien de prestations? 81 personnes qui... C'est pareil, ça varie de 80 à 100. Et tout ça tous les jours de la semaine? Voilà, 7 jours sur 7. Puisqu'il y a des personnes qui nécessitent un passage au niveau de l'alimentation, du coucher, de soins à la personne, y compris le dimanche, les jours fériés et en fin de journée naturellement. Donc là, aujourd'hui, pour votre venue, on a réussi à libérer pour une petite durée, parce que c'est vrai qu'elles sont très très demandées, deux de nos agents qui sont très efficaces sur le terrain. Donc on avait déjà eu la possibilité d'avoir un article de presse dans lequel avait participé une autre aide à domicile. Donc là on a proposé à celles qui le souhaitaient de venir témoigner devant vos caméras. Alors, mesdames, bonjour. 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 Alors, je vais tout d'abord demander de vous présenter. Donc, je m'appelle Valérie Lemaire et je travaille ici depuis 2 ans et demi à peu près. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? J'adore, c'est le contact avec les personnes, se sentir utile et voilà, souvent on nous dit vous êtes un rayon de soleil quand on arrive chez les gens parce qu'ils voient que nous, les infirmiers. Donc ils sont contents quand on arrive et nous on est contents de leur rendre service. Alors, et vous, je vais demander de vous présenter aussi. Alors Vezin Christelle, je suis ici depuis juin 2007. Et pareil que Valérie, contact des gens, rendre service, d'être à l'écoute. Alors quand on est aide à domicile, on fait quoi chez la personne? C'est quand même assez varié, ça va des courses à la toilette, préparer les repas, leur donner à manger, les mettre au lit, c'est assez varié, puis le ménage, et puis les écouter. Alors, comment vous avez vécu ces dernières semaines? Je pense que le travail a dû être un peu plus compliqué que prévu. Au début, c'est vrai qu'on ne faisait pas les fiers. Il faut dire ce qui est. Un peu peur. On avait quand même peur. Et puis après, avec les gestes barrières, etc., on s'est mis dans le bain et puis ça s'est bien passé. On n'a eu aucune personne qui a eu le Covid à déplorer, donc on était quand même assez fiers de ce côté-là. Donc vous portez le masque, etc. Oui. Voilà, les gants. Les gants, oui. Et donc, et les personnes chez lesquelles vous avez, comment elles ont vécu cette période? Moi, j'ai vécu des personnes qui étaient un peu dépressifs au début parce qu'ils ne voyaient personne, à part nous. Donc, ça a été dur quand même. Leur famille ne leur rendait plus visite, forcément, donc ils se trouvaient vraiment isolés. Heureusement qu'on était là pour... Vous êtes des rayons de soleil, en fait. Oui. Pour certaines personnes, oui. Oui. Et je voudrais rajouter qu'on a été très épaulés par notre hiérarchie pendant tout ce temps de confinement, que ce soit au niveau matériel que moralement, ils étaient à l'écoute, demandaient si ça allait, etc. Donc prêt à poursuivre votre mission? Tout à fait. Voilà, chez ces messieurs dames, nous sommes toujours intervenus pendant le confinement. Et c'était un lien un petit peu avec l'extérieur, parce que malheureusement, les enfants de madame n'habitent pas sur place, donc elle a été pendant 2 mois et demi sans les voir. Et nous passions donc 2 fois par jour pour assurer le lien, et il y avait l'infirmière qui passait également, donc ça a été bénéfique pour eux, quoi. Ils ont continué à voir quelqu'un quand même, même si c'était pas de la famille, ça leur a fait quand même du bien. Alors que pensez-vous du service d'aide à domicile? Il est très bien, pour moi il est très bien parce que je suis contente de mes personnes. Des fois on a des personnes qu'on ne connaît pas, mais bon, au bout de quelques séances qui viennent, c'est parfait. Hein. Non, ça va, je suis contente. Je pense que c'est bien pratique. Parce que comme dans mon état avec une jambe amputée, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Et en plus, comme on bénéficie d'une aide de la région, c'est quand même intéressant. Donc elle vous aide en quoi, cette personne? Alors cette personne,
y a plusieurs personnes en fait. Donc c'est par module. Il y a un module toilette, donc un jour sur deux, de 30 minutes. Donc pour moi c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Ensuite il y a un module ménage de 2 heures le mercredi. Et un module pour les courses, pour aller faire mes courses. Donc je prépare la liste. Et la dame elle vient, elle récupère la liste. Et puis elle va faire mes courses. Et elle a 1 heure pour se faire. Voilà, ce sont les 3 modules dont je bénéficie. Ouais. Donc c'est vraiment une aide précieuse. Hein. Ah bah oui, c'est précieux, ouais. Comme en plus maintenant je suis tout seul, bon, mon gamin il va en cours à Valenciennes, donc l'année dernière je l'ai vu que du samedi après-midi et dimanche début d'après-midi, il repartait à Valenciennes, donc il revenait uniquement pour faire sa lessive et puis voilà quoi. Donc là c'est une présence, hein. Ah bah oui, puis bon. Moi je tiens à souligner, bon, Valérie l'a indiqué, il y a eu vraiment un esprit de cohésion pendant toute cette période, toutes ces 7 semaines, qui s'est renforcé à travers les groupes de WhatsApp, des choses comme ça, Messenger, j'en passais des meilleurs, et c'est vrai que ça permettait quand même de les conforter, de les conseiller. Et Sonia jouait un rôle très très important parce que bon, nous on avait notre propre groupe et elle avait le groupe avec les aides à domicile. Et c'est vrai qu'il y avait un lien qui se faisait et qui a permis justement que tout le monde soit opérationnel de la première heure, parce que même la semaine qui a précédé le confinement, je ne vais pas dire que j'étais à la source de l'information de l'Élysée, mais on se doutait bien que ça allait tourner comme ça. Je me souviens qu'un lundi matin, j'ai dit à Anne, il faut que tu revoies l'équipe parce qu'on va avoir quelque chose qui va nous tomber dessus, auquel on n'est pas préparé. Donc vérifie qu'elle respecte bien les gestes barrières. Et pour nous, si on en avait eu 2 ou 3 qui tombaient malades, on ne pouvait plus du tout faire face à la mission du CCAS, qui était d'intervenir chez les personnes isolées. Donc, en tant que personne isolée, je vais rebondir à nouveau sur le service de Marie-Lynne Herbé, puisqu'elle est venue au bureau toutes les semaines, voire deux demi-journées par semaine, pour collecter le courrier dans la boîte, voir si des gens avaient besoin d'aide. Moi, personnellement, je recevais des messages sur Internet chez moi. J'appelais Marie-Lynne, on a fait des aides d'urgence à très nombreuses reprises pour des gens qui n'arrivaient pas à survivre. Et le magasin solidaire avec ses bénévoles était fermé. Donc on a eu la chance qu'un magasin cartésien nous donne son accord pour travailler par mail, puisqu'il n'y avait pas de contact physique. Donc on envoyait les mails à chaque demande d'intervention dans ce magasin cartésien. Voilà, donc je vais dire que tout était opérationnel du premier jour jusqu'au dernier jour. Ça s'est fait vraiment naturellement. On n'avait jamais, bon, on n'a pas de plan blanc comme on peut trouver dans les maisons de retraite ou les hôpitaux, etc., ou de plan bleu. Mais nous, ça s'est fait spontanément et vraiment, chacun y a mis du sien, quoi. Et ça a très, très, très bien fonctionné. Je crois que, bon, je l'espère vivement, il n'y aura pas de rechute, il n'y aura pas de deuxième vague. Mais on est vraiment prêt à affronter si malheureusement ça se représentait. Voilà, maintenant il y a les techniques, vous les aviez, vous avez toujours fait preuve quand même de certaines notions d'hygiène bien avant l'apparition du Covid. Donc c'est vrai qu'on n'a fait que renforcer l'existant en fait. On a eu aussi la participation d'une entreprise qui nous a offert gentiment des visières plastifiées.
Les services techniques ont été toujours très très présents. Ouais, je remercie vraiment l'équipe aussi. Bon, moi personnellement, j'appelais Monsieur Lecomte. À chaque fois, il a mis en œuvre son et ses équipes pour faciliter le service. Donc là, c'est vrai que quand tout le monde y met du sien, ça ne peut que bien fonctionner. Et nous n'avons déploré aucun cas parmi nos bénéficiaires, ni parmi le personnel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a fait très plaisir. Des créneaux qu'on puisse faire les courses. Oui, les créneaux qui ont été offerts de tôt le matin pour permettre à nos aides ménagères de ne pas perdre de temps, puisque bon, il fallait quand même faire la file d'attente, etc. Donc si on décomptait ce temps-là de la prestation, c'est vrai que là encore, nos aînés y auraient perdu. Et c'est vrai que chacun, franchement, à tous les niveaux, je ne vais pas dire que le CATO est exemplaire, mais ça a très 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 bien fonctionné. C'est vrai que ça marche. Voilà. Voilà, et nous terminons donc la visite du CCAS dans le bureau de la responsable donc du Centre communal d'action sociale, Madame Quintard. La personne dont je vous parlais tout à l'heure, qui a fait un peu la coordinatrice aussi du service d'aide à domicile pendant cette période un peu particulière de confinement, puisqu'elle avait en charge d'appeler régulièrement toutes les personnes qui bénéficiaient du service. Puisque bon, le service fonctionne tous les jours, mais pas tous les jours chez la même personne, naturellement. Donc elle faisait un petit coucou, elle était à l'écoute, ça permettait aussi de savoir leur ressenti sur le service en temps ordinaire et surtout pendant cette période un peu particulière. Voilà, donc Anne a en charge également le volet santé avec ma collègue Stéphanie Plateau. Et puis elle supervise tous les différents services du Centre communal d'action sociale. Nous avons repris la totalité des activités intramuros, puisque ça se faisait quand même du domicile de chacune, depuis le 4 mai. Le 11 mai, nous avons ouvert au public. Je tiens quand même à signaler que toutes les personnes qui souhaitent venir au CCAS doivent préalablement prendre un rendez-vous par téléphone, donc au 03 27 84 12 42. Nous avons établi un circuit qui donc oblige les visiteurs à prendre l'ascenseur qui se trouve au fond du couloir à droite, après avoir utilisé le gel hydroalcoolique qui se trouve à leur disposition. Donc ils viennent au premier étage, ils se rendent donc auprès de la personne avec qui ils ont pris le rendez-vous, et ensuite pour redescendre ils empruntent les escaliers. Donc ce qui fait qu'on fait une boucle et on évite que les gens se croisent ou restent ensemble en salle d'attente, etc. Donc on est encore très très à cheval sur le respect des gestes barrières. Nos agents sont protégés par un plexiglas qui a été donc réalisé par nos services techniques municipaux. Et le gel est à disposition en permanence, les visières, les masques, voilà. Notre mission, c'est aussi, en dehors du confinement du Covid, d'assurer le suivi des personnes qui se signalent au niveau du CCAS pour les périodes de canicule. Bon, nous venons d'avoir 3-4 jours déjà de température très élevée. L'année dernière, nous avons eu une vague de canicule. Donc, n'hésitez pas à contacter le service pour qu'on vous suive, qu'on vous appelle, qu'on voit si vous avez des besoins pendant ces périodes chaudes de l'été. Et de la même manière, de toute façon, ce registre, on peut s'appuyer dessus aussi en période hivernale, en période grand froid. Et là, on aurait pu le faire aussi en période de Covid. Donc, il ne s'agit pas pour autant de figurer dans les bénéficiaires du service d'aide à domicile, mais pour tout un chacun, personnes âgées, personnes relevant d'un handicap, n'hésitez surtout pas à vous faire connaître au niveau du CCAS et nous maintiendrons une veille en ce qui vous concerne. Voilà, donc là, je crois avoir tout dit, tout dévoilé. Et puis, nous sommes naturellement à la disposition de la population. Voilà.
Alors, passons maintenant à la nouvelle exposition à l'Office du tourisme. En mode Playboy, Dominique Poulain évoque les périodes romaines, les océans et j'en passe. Par exemple, en ce qui concerne l'océan, il évoque Nausicaa. Pour l'époque romaine, il l'illustre par Bavet. Dans tous les cas, il met en valeur tous les sites connus dans le Nord-Pas-de-Calais. Exposition à voir à tout prix. Reportage Claude Delcourt. Monsieur Poulain, bonjour. Bonjour. Alors donc vous exposez en ce moment l'Office du tourisme, alors peut-on savoir sur quel sujet? Alors je vous présente plusieurs dioramas concernant le thème le tourisme, au niveau de certains dioramas présentant les Playmobil, dont je suis un passionné, et à partir de cette passion, je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec des Playmobil. Alors comment est venue cette passion? Alors cette passion, c'est comme tous les parents. Au fur et à mesure des Noëls, les enfants ont plus ou moins des Playmobil. On commence à conserver ça au fur et à mesure. Et après, avec ma fille, on allait dans les expositions où on a été interpellé par un exposant pour pouvoir exposer ce qu'on avait en réserve à la maison. Et il y a 4 ans, j'ai commencé avec un zoo de 8 mètres carrés pour en faire un. Maintenant, actuellement, il est de 30 mètres carrés. Donc à partir de ce zoo, j'ai pris certaines parties et que je vous présente, dont le musée d'histoire naturelle, qui est fait qu'avec des pièces de récupération Playmobil. Donc vous ne pouvez pas le trouver au niveau de magasins ou quoi que ce soit. Vous avez aussi la partie présentation spectacle médiéval avec les oiseaux, et ensuite après je me suis amusé à créer des dioramas en fonction de thèmes qui m'étaient chers. Donc par exemple l'histoire, donc en fonction des termes romaines que vous avez derrière moi, j'ai fait de la documentation pour être plus ou moins proche de l'histoire et pour présenter au public ce qu'on peut voir dans les films ou même dans les documentaires. Alors peut-on parler du thème qu'on voit juste à côté de vous là ici? Alors le thème que vous avez ici à côté de moi, c'est ce qu'on appelle le sardine run. Le sardine run, c'est quoi? C'est tout simplement les migrations de sardines en Afrique du Sud qui vont au niveau des côtes et qui sont attaquées par tous les prédateurs. Que ça soit d'abord, c'est le banc de sardines est pris par les dauphins, qui les ramènent directement dans un site particulier où tous les prédateurs, dauphins, baleines, orques, otaries, oiseaux, les fous de bassan, les pingouins, les manchots, et dont même aussi les baleines sont friands de ces sardines. Et là, en plus, c'est un lieu très touristique au moment de septembre-novembre, où vous avez aussi bien les spécialistes comme les océanologues, les touristes qui sont directement à la vue de ce phénomène. Alors, quels sont les autres? Et ça, c'est représenté sur un diorama où vous pouvez le voir à 360 degrés. Alors maintenant, quel est le thème de ce diorama? Alors ça, vous avez un petit panel de tout ce qu'on peut voir au niveau culturel. Là, ici, vous avez la publicité, donc je vous cite pas la marque, mais vous la voyez, concernant la vache violette. Ensuite, vous avez les châteaux forts, donc c'est Playmobil a fait des petits coffrets, plus ou moins concernant les enfants. Donc vous avez des jeunes qui s'amusent avec un château fort. Donc la réduction de pièces Playmobil en miniature. Et là, c'est un petit aparté au niveau des jeux vidéo avec la figurine de Lara Croft dans le temple d'Angkor. Alors, là ici, au niveau culturel, vous avez partie photographie, vous avez partie littéraire avec les 4 mousquetaires, la partie cinématographique avec la DeLorean de Retour vers le futur. Et là, vous avez un parc au niveau exotique, en contrepartie avec le parc du photographe au niveau des mariés, un parc floral.
Après, on prend au niveau des grands thèmes, donc le spectacle médiéval, vous avez le musée d'histoire naturelle et les thermes. En fait, tous les dioramas que vous voyez sont en relation avec le tourisme qu'on a dans la région. Le Sardine Run représente Nausicaa. Le spectacle des oiseaux, c'est essentiellement le spectacle des oiseaux médiévaux qu'on peut trouver sur Guise. Le musée d'histoire naturelle, c'est celui de Lille, mais bon, qui a plus ou moins rien à voir avec la présentation que vous avez de celui-ci. Et ce que vous avez au niveau des thermes romaines, c'est essentiellement sur le musée de Bavay, en référence au musée de Bavay. Donc le thème principal que vous voyez ici dans cette exposition, c'est tout ce qu'on peut rencontrer au niveau touristique dans la région, qui est représenté par des situations particulières que je vous présente dans les Playmobil. Alors ça, c'est un diaporama que j'ai fait en présentation historique. Donc c'est pour montrer ce que c'était que les thermes romaines à l'époque. Donc les thermes romaines, ce sont les bains des Romains qui utilisaient pas mal de pièces particulières et qu'ils avaient des noms particuliers. Vous avez l'entrée, le vestiaire, ensuite la salle de sport, la bibliothèque, la partie froide, la partie tiède et la partie chaude avec le sauna. Et le sauna était alimenté par ce qu'on appelait l'Holocauste, c'était la chaufferie de l'époque. Donc les Romains étaient très importants au niveau des canalisations. On avait par exemple des aqueducs qui fournissaient l'eau. L'eau allait dans certaines canalisations et passait aux alentours de la chaufferie. La chaufferie alimentait en contrebas des zones avec des carrés de briques qui soulevaient un petit peu l'édifice et qui permettaient l'alimentation de la chaleur par les briques creuses au niveau des saunas et des pièces chaudes. Et l'eau chaude était retranscrite directement sur une autre partie pour refaire la pièce tiède. Et tout ce qui était alimenté au niveau haut, après il y avait un système de circulation qui permettait à l'eau de s'échapper après aller vers l'extérieur. Donc c'était une zone de détente et c'était aussi une zone où les gens pouvaient discuter, s'informer et puis passer du bon temps. Donc vous avez la partie des massages, vous avez la partie discussion où on pouvait jouer au dé, vous avez la partie sport, donc c'était par la lutte gréco-romaine et on avait aussi la zone pour de connaissances qui était une bibliothèque. Et tout ça, ce que vous avez ici, c'est une présentation pour au niveau des Romains. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était essentiellement pour montrer un petit peu ce qu'il y avait chez nous Romains pour être au niveau de l'allusion, au niveau du musée de Bavay. Alors ça représente quoi pour vous d'être exposé à l'Office du tourisme? Ça représente une chose, ça montre ce que je peux faire et puis ce qu'on peut faire avec des Playmobil. Et c'est un moyen pour communiquer ma passion à tout le monde, que ce soit les enfants, que ce soit les parents et les grands-parents. Et surtout qu'on a pas mal d'animations dans le Nord au niveau Playmobil. On a à peu près une 50aine d'expositions ventes tous les ans qui permettent de montrer ce qu'on peut faire avec ce style de petits jouets. Et après, on peut varier les plaisirs rien qu'en voyant ce qu'on peut faire. Et ça permet aussi aux enfants d'augmenter leur imagination et puis de s'amuser avec d'autres choses, de ce qu'ils ont vu chez eux. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. En ces temps de pandémie, beaucoup pensent que donner son sang constitue un grand danger. Le président de l'Association des donneurs de sang vous rassure dans ce reportage de Claude Delcourt pour vous dire qu'il n'y a rien de dangereux. Alors aujourd'hui c'est la collecte de sang, donc on va dire un peu, si on peut dire spécial par rapport au Covid, même si on est déconfiné, il y a toujours les gestes barrières à respecter. D'ailleurs j'envoie un peu mes lunettes parce que j'ai l'habitude avec le masque. Donc on va dire c'est une journée mitigée. Je pense qu'il y aura à peu près 80, on va arrondir à 90 donneurs ce jour. Donc il faut savoir qu'actuellement c'est toujours
sur rendez-vous. Donc c'est un peu, on va dire, embêtant pour certaines personnes par rapport à si on n'a pas d'ordinateur, mais par contre on peut toujours appeler l'EFS. Et il faut savoir que les dons sont importants, surtout actuellement, parce que comme je disais tout à l'heure, on est déconfiné, donc les urgences sont également repris. Donc les poches de sang sont les bienvenues. Donc je fais appel déjà à vous pour le 14 septembre, qui sera une collecte, ça sera le lundi, donc toujours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Donc principalement sur prise de rendez-vous, mais il faut savoir que la porte n'est pas fermée non plus à ceux qui ont pris rendez-vous. Donc privilégier, j'insiste là-dessus, privilégier sur les rendez-vous, et si vraiment pour X raison vous ne pouvez pas prendre rendez-vous, là vous pourrez venir quand même, ça sera un petit peu plus souple, on va dire. Alors donc aujourd'hui ce don du sang est un peu spécial, il faut respecter donc des couloirs de circulation. Ouais, il faut respecter les gestes barrières comme un peu partout, et je pense que ça, je peux pas vraiment dire malheureusement. Je pense qu'il faudra toujours prendre des mesures sanitaires, c'est-à-dire bien toujours se laver les mains avant, porter le masque, jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles consignes. Et donner son sang en période de Covid, il n'y a aucun danger, je pense. Oh non, il n'y a aucun danger. Je veux dire, de toute façon, les contrôles sont toujours systématiques. Vous avez toujours le questionnaire médical. Si vous avez un moindre doute, parlez-en au médecin. Mais sinon, non, il n'y a aucun danger par rapport au Covid. Que rajouter de plus? Que rajouter, toujours venir de plus en plus nombreux, c'est-à-dire, encore une fois, j'insiste sur la prise de rendez-vous. Et surtout, je terminerai par justement la question du Covid. N'ayez pas peur, il n'y a aucun souci, aucun danger. Tout est bien, j'ai envie de dire comme ça, tout est bien ficelé, quoi. Alors donc, rendez-vous en septembre. Rendez-vous le 14 septembre. Et maintenant, nous allons partir à l'école de musique, évidemment, pour faire la présentation d'un instrument de musique. Donc, pour continuer notre présentation d'instruments de musique, aujourd'hui, nous avons choisi un professeur de clarinette qui nous raconte son passage à la clarinette dans un reportage édifiant de Claude Delcourt. Bonjour, je m'appelle Jérôme Maury, je suis professeur ici même à l'école de musique du Cateau-Cambrésis ainsi que dans l'Aisne, et j'enseigne donc cet instrument que vous voyez là autour de moi également, qui s'appelle la clarinette. Voilà, un instrument à vent de la famille de la flûte, du hautbois, du saxophone, voilà, qui fait partie de ce qu'on appelle la famille des bois, qui est une partie de la famille des instruments à vent. La clarinette est un instrument qui a, on va dire, à peu près 300 ans et avec laquelle on peut jouer plein de choses, de la musique en orchestre, du jazz, de la musique de film. Voilà un petit peu pour cet instrument, donc qui est en bois et en métal. Donc, en plus de mon enseignement de l'instrument, je fais également partie d'un orchestre en région parisienne. J'ai été longtemps directeur adjoint d'un orchestre d'harmonie et j'ai également fait partie, il y a bon nombre d'années, de l'orchestre à vent des jeunes de l'Union européenne. Alors donc, ça fait combien de temps que vous enseignez ici à l'école de musique du Cateau? Alors, à l'école de musique du Cateau-Cambrésis, j'enseigne depuis 3 ans maintenant. Voilà, mon parcours a été ponctué, je vais dire, d'un travail dans plusieurs régions. J'ai travaillé notamment dans les Ardennes, par exemple aussi au conservatoire de Rouen et de Vernon, en Normandie. Je travaille également dans l'Aisne depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc voilà, j'ai un parcours assez large au point de vue de, je vais dire, de la géographie.
Et quelle est votre formation musicale? Alors, lorsque j'ai voulu débuter la musique, eh bien, j'étais comme les jeunes. J'ai fait la connaissance du professeur de musique du collège qui était venu à l'école primaire. J'étais encore en CM à l'époque. Et donc, de ce jour-là, j'avais une dizaine d'années. Oh, j'ai dit, oui, effectivement, c'est ça que je veux faire plus tard. Voilà, j'ai eu l'envie tout de suite de faire de la musique dès l'âge de 10 ans. Et la musique ne m'a pas quitté. Voilà, depuis cet âge-là. Alors, si on parlait maintenant un peu plus de la clarinette. Alors, la clarinette, donc c'est un instrument, comme vous le voyez, qui est fait d'un tube en bois sur lequel on a placé ce qu'on appelle des clés, tout simplement pour pouvoir changer les sons, pour pouvoir jouer les notes. Voilà. Donc le fonctionnement est assez simple et on souffle au bout sur ce que l'on appelle un bec, voilà, sur lequel est placée une languette en roseau que l'on appelle une anche. Et c'est la languette en vibrant qui produit le son. Je vous fais un petit exemple, par exemple d'une petite chanson que l'on peut commencer assez rapidement. Alors, je crois avoir reconnu Au clair de la lune, c'est ça? Tout à fait, c'est bien cela, Au clair de la lune, exactement. Voilà. Alors, voilà, c'est le genre de chanson que l'on peut jouer une fois que l'on a débuté depuis quelques semaines. Je vais vous jouer une autre petite musique avec cette clarinette que l'on appelle la clarinette si bémol, qui est la plus courante de la famille. Il faut savoir que là, j'ai 3 instruments avec moi. Les 2 autres, je vous les présenterai après. Et c'est la plus grande famille d'instruments avant, puisqu'il y en a 16 différents. Donc je vous joue une autre petite musique qui s'appelle Canzonetta et qui est une musique vraiment beaucoup plus printanière d'un compositeur du début du XXe siècle. Voilà, par exemple pour cet extrait de musique. Donc cette clarinette est la clarinette si bémol. Maintenant, je vais vous présenter 2 autres instruments. Alors, je vais peut-être commencer par celui-ci qui est un peu une curiosité, on va dire. Voilà. Alors, qui s'appelle la clarinette basse. Alors la clarinette basse, c'est un petit peu, on va dire, grand-mère clarinette dans la famille. Vous voyez qu'elle fonctionne exactement de la même façon, si ce n'est que le tube est beaucoup plus long et beaucoup plus large. Voilà, comme pour tous les instruments, plus l'instrument va être grand, plus il va être grave, plus il va être petit, plus il va être aigu. Donc voici un peu la clarinette basse. Voilà, donc vous entendez que la clarinette basse, effectivement, joue des sons beaucoup plus graves. Voilà, il y a des clés partout, voilà, sur cet instrument avec des grands trous que vous voyez ici. Voilà. Si je vous joue une autre musique, vous allez reconnaître. Voilà, donc pour la clarinette
basse. Alors, je vais vous présenter encore un autre instrument de la famille. Alors qui, celui-là, comme je vous disais, va faire des sons plus aigus. Voilà, cet instrument, on l'appelle la petite clarinette. Voilà, c'est un petit peu comme la petite flûte, hein. C'est son cousin chez notre instrument. Et donc, ce sont des petits instruments qui sonnent très très fort, qui sont faits pour être joués dehors ou pour percer dans l'orchestre, pour être entendus de très loin. Donc, si je vous fais quelques sons... Si je vous joue une petite musique, un extrait d'un morceau très connu que l'on appelle le Boléro de Ravel. Voilà, donc pour la petite clarinette. Voilà, cet instrument qui est un petit peu le clown, on va dire. Oui, j'ai pu admirer la transition un peu impromptue. N'est-ce pas? Ravel et le morceau final. Voilà, final, hein, un petit peu Laurel et Hardy, voilà, pour vous montrer un petit peu toutes les facettes de l'instrument. Voilà, on peut avoir quelque chose de très plaintif ou alors quelque chose de complètement comique avec cet instrument. Donc voilà. Alors, oui. Par quoi est attiré vos élèves avec cet instrument? Oui. Qu'est-ce qui motive l'attrait? Alors, de manière générale, ce qui bien souvent va attirer un jeune, un enfant, vers un instrument, ça va être le son de l'instrument. Voilà, c'est la découverte, la fascination que l'on va avoir, éventuellement aussi pour on va dire l'aspect de l'instrument, cela joue aussi. Donc, il peut y avoir différents critères hein, selon les affinités d'un enfant, où un enfant va préférer souffler, un autre va préférer jouer des percussions en tapant, un autre va préférer gratter une guitare ou alors tirer l'archet d'un violon. Voilà, ça dépend vraiment des affinités. Moi, j'ai été séduit par la clarinette, je vais dire, de manière complètement fortuite, puisque je voulais démarrer un instrument avant et je ne savais pas lequel. Et un jour, j'ai rencontré le professeur de clarinette dans la cour de l'école de musique qui m'a dit « Pourquoi ne pas essayer cet instrument ?» Et j'ai tout de suite été séduit et aujourd'hui, j'en fais mon métier. Voilà, quand j'ai débuté, j'avais 15 ans. Et donc, après mon parcours dans l'Aisne, je suis allé à Reims faire mes études. J'ai fait ma formation diplôme d'État sur Metz et ensuite je me suis perfectionné avec des musiciens d'orchestre qui sont sur Paris. Voilà un petit peu pour alors, la et fin pour de vous, ça vous apporte quoi d'enseigner à l'école de musique du Cateau? Alors l'enseignement de manière générale c'est un plus par rapport je vais dire au feeling que nous avons avec notre instrument. C'est un partage l'enseignement. Voilà, nous aimons transmettre ce que nous aimons, ce que nous savons. Voilà, avoir avec nous des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, puisque nous avons également des adultes parfois qui même arrivés à la retraite débutent l'instrument ou redébutent après un long arrêt. Donc l'enseignement est ainsi qu'au Cateau-Cambrésis, je dirais dans ma région, puisque je suis originaire de Saint-Quentin. Voilà, c'est la possibilité de faire partager ce que j'aime avec les gens qui sont près de chez moi. Voilà. Eh bien, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, maintenant, nous vous proposons un lien qui peut vous être très, très utile. Il s'agit du phishing. Alors, qu'est-ce que c'est que le phishing? Vous avez tous des téléphones portables, vous avez tous des adresses dans vos téléphones et aussi sur vos ordinateurs. Mais le phishing, qu'est-ce que c'est? Alors, décryptage dans ce qui va suivre. Dans cette émission, nous allons parler phishing. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est le fait de capter des données des gens par mail et qui demandent de récupérer des codes personnels
Pour moi, c'est lorsqu'on reçoit des messages, notamment mail plutôt, mais ça peut aussi peut-être être par téléphone, qui nous incitent à donner des identifiants, par exemple des mots de passe, éventuellement même peut-être des codes de carte bleue. Justement, le phishing, c'est le traçage des gens, en fait. Et donc on peut donner malencontreusement nos identifiants alors qu'il ne fallait pas du tout, et ensuite on nous prend notre argent, voilà. Phishing, ça veut dire péché, hameçonner. Pour en savoir plus sur cette technique de fraude qui peut être très discrète, mais qui touche plus de 2 millions de Français chaque année, nous sommes allés à la rencontre d'Alice F., experte en cybercriminalité à la police judiciaire. Le phishing est la contraction de 2 mots anglais. Phishing pour péché et fracking pour piratage de lignes téléphoniques. Le phishing consiste à voler vos informations personnelles par le biais d'un email émanant d'un site internet de confiance comme une administration ou une banque par exemple. L'objectif du pirate est de récupérer vos identifiants, mots de passe et coordonnées bancaires. Chacun est acteur de la cybersécurité. En cas de doute sur un email, n'hésitez pas à le signaler sur la plateforme Pharos de la police nationale au www.internet-signalement.gouv.fr. La plateforme téléphonique Info Escroquerie est à votre écoute pour informer, conseiller et orienter les victimes. Il est nécessaire de déposer plainte au commissariat ou au service de gendarmerie le plus proche de chez vous pour obtenir réparation du préjudice. Pour éviter le phishing, il suffit d'être vigilant et d'adopter des réflexes simples au quotidien, comme nous l'explique Béatrice Durand, responsable éducation financière du programme Les Clés de la Banque. Le premier réflexe quand on reçoit un message, c'est surtout de ne pas cliquer sur le lien ou la pièce jointe qui peuvent s'y trouver. Car c'est par là que les pirates, les escrocs, vont tenter de récupérer vos données personnelles ou bancaires pour ensuite les utiliser à votre insu. Retenez que si vous devez vous connecter à votre site de banque à distance, faites-le parce que c'est votre initiative et que vous avez votre propre raison de le faire. Autrement dit, ne donnez pas suite à un message, même s'il a un ton alarmant ou qu'il vous demande une action urgente. Si besoin, prenez le temps de faire des vérifications nécessaires au numéro que vous connaissez. Sachez que ni la banque, ni la police ne vous demanderont jamais vos codes de connexion, ni d'ailleurs le code secret de votre carte bancaire. Pour lutter contre la fraude, vous pouvez signaler toute tentative d'escroquerie sur le site internet signalement et faire suivre les spams et SMS au 33 700. Pensez également à prévenir l'organisme ou la banque dont l'identité a été usurpée. Enfin, pensez à consulter la rubrique sécurité du site internet de la banque. Mise à jour régulièrement, elle comprend des exemples de fraudes les plus courantes, mais aussi des alertes sur les fraudes récentes. Si toutefois vous avez cliqué sur un lien frauduleux et saisi par exemple votre numéro client et votre code confidentiel, contactez au plus vite le service relations clients ou votre banque afin de faire bloquer et changer vos codes bancaires à distance et surveillez votre compte. En cas de débit, contestez l'opération auprès de votre banque et déposez plainte. Retrouvez toutes ces informations sur le site lesclésdelabanque.com. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai été très heureux de vous présenter ce journal. Cependant, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent du matin au soir, et j'aimerais leur rendre un vibrant hommage ici. Je vais parler principalement d'Ali, qui nous regarde sans cesse, et merci à lui, peut-être qu'il transmettra ce virus à d'autres pour nous regarder tout le temps. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous ne pouvons nous revoir entre-temps, je vais souhaiter de très bonnes vacances à ceux qui les prendront et surtout, prenez soin de vous. Merci et à bientôt.